Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième webconférence de Learning Sphere dans le cadre de l'expérience 2015 qui correspond en fait à une série de webconférences sur les enjeux, la conception et la réalisation du digital learning. Ces webconférences ont démarré avec Béatrice Lullier le 24 septembre et se termineront de manière collective le 12 novembre 2015. Et entre-temps, plusieurs membres de Learning Sphere auront le plaisir d'animer différentes webconférences. Mon prénom est Jean, mon nom est Van der Spelden et je suis l'un des consultants de Learning Sphere. Alors, avant de démarrer cette webconférence animée par Jacques Rodet, on va donc sur les formations actions et les méthodes agiles. Je vais prendre un petit temps de présentation rapide de Learning Sphere avant de passer la parole à Jacques. Et donc faire une petite vérification technique auprès de vous en vous demandant par exemple de taper la ville actuellement où vous êtes pour qu'on ait la confirmation dans le chat en bas à droite que vous nous entendez bien 5 sur 5. Donc si vous avez la possibilité de taper dans le chat le nom de la ville où vous êtes, on aura ainsi la confirmation que GoToWebinar fonctionne parfaitement. Donc question chat pour nous signaler un problème ou nous dire que vous nous entendez bien. Donc, vous êtes actuellement plus de 40 connectés. Et donc, si vous avez la possibilité d'activer le chat et de taper la ville où vous êtes, ce serait parfait. Ça a l'air de fonctionner. Euh, Parfait. Donc, Nous avons des gens de Vannes, Montpellier, Valenciennes, Tours, Paris, super, Poitiers. super. On va faire le tour de la francophonie grâce à Jacques. Et donc, ça fonctionne. GoToWebinar, un bel outil pour se retrouver ensemble de manière synchrone et distante. Mais peut-être que je vais vous présenter rapidement LearningSphere, qui nous sommes et quelles sont nos principales activités. Donc, LearningSphere, ça tourne rond. Hein. Nous sommes une association d'une vingtaine de consultants indépendants. Et le mot-clé, c'est indépendant, hein, dans le sens où on n'a aucun lien avec les éditeurs, les fournisseurs et quoi que ce soit. Nous sommes tous indépendants et nous travaillons tous autour des questions liées au digital learning, à la formation ouverte à distance. Nous sommes une vingtaine de membres et nous avons un site sur lequel vous allez pouvoir retrouver plus d'informations et notre slogan, notre union fait votre force. Voilà pour cette présentation rapide, en sachant que après cette webconférence, on va être à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions, vous apporter des compléments d'information. J'ai le plaisir d'animer cette webconférence qui sera conduite par Jacques Rodet, en sachant qu'aux manettes, derrière, à la régie, il y a Béatrice qui travaille. Nous sommes donc le trio de cette web conférence. Est-il utile de présenter Jacques Rodet? Je ne sais pas. Jacques est connu, reconnu. Et donc le plus simple, c'est que je lui passe la parole en sachant que nous avons un temps jusqu'à 14 heures en direct. Jacques va dérouler sa présentation et que Béatrice et moi, on va relever les questions qui passeront par le chat pour que dans le dernier quart d'heure, Jacques puisse répondre aux questions ou apporter des compléments d'information. Voilà, donc bonne webconférence et je passe la parole tout de suite à Jacques. Merci Jean. Bien bonjour à chacune et à chacun. Alors bon, je vais dire quelques mots rapides sur qui je suis. Je suis consultant en e-learning et maître de conférence à l'université de Versailles. Alors, je fais ça depuis assez longtemps maintenant, ça fait un peu plus de 15 ans. Et donc, tout au long de ces années, eh bien, j'ai pu développer un certain nombre de prestations et que j'ai déclinées, packagées sous forme de produits. C'est ce que vous voyez là. Alors, j'attire votre attention sur le petit dernier qui s'appelle Tutmook et qui est un dispositif d'ingénierie tutorale des MOOC où on constate qu'il y a quand même énormément de déperdition. Et donc, j'ai mis au point une méthode, j'ai communiqué dessus depuis 3 ans à peu près maintenant, et bien, qui permet d'augmenter le taux de compression. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose, hein, on va parler de formation action et de méthode agile. Alors, en préparant hein, cette communication, eh bien, j'ai listé ces 3 questions. Alors, bien sûr, je vais essayer d'apporter un certain nombre de réponses hein, à ces questions durant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Mais avant cela,
j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, et notamment si vous avez, vous, en ce moment, des projets de e-learning. Donc, on va lancer ce sondage. Le sondage est lancé. Alors c'est assez simple hein, pour répondre à ce sondage, et puis ensuite on va pouvoir vous afficher les résultats. Les personnes répondent. Okay. Je fais une petite aparté. Certaines personnes ont remarqué un son un petit peu qui craque un petit peu. Pour l'explication, Jacques est en son par téléphone, donc effectivement le son n'est pas aussi clair et net que lorsqu'on passe par Internet. J'espère que ça ne gênera pas trop votre confort d'écoute. Voilà, je pense que les personnes, alors 92% ont répondu. Je pense qu'on va arrêter là le sondage. Je vais fermer le sondage et partager les résultats. Alors, vous avez un projet de Digital Learning en 2015 pour 44% des personnes interrogées, 29% au premier semestre 2016, 9% au deuxième semestre 2016, 7% après 2016 et non, je n'ai pas de projet Digital Learning pour 11%. Ok, bon, bah, majoritairement, vous êtes dans l'action, hein, c'est maintenant que ça se passe. Très bien, je reviens, on voit mon écran, il n'y a aucun souci, Béatrice? C'est bon, c'est revenu, tu peux continuer. Alors. Bien, alors, formation action, méthode agile, finalement, de quoi s'agit-il hein? On va essayer de préciser ces notions avant de répondre aux questions initiales que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, la formation action, hein, comme son nom l'indique, c'est une formation qui amène à agir. Ça l'arrange donc résolument dans le champ des pédagogies actives où l'on met en action les apprenants. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, la formation action, ça existait même avant le numérique. En fait, c'est dans les années 40, donc du XXe siècle, qu'un professeur consultant britannique, Reginald Revance, a posé les bases de la formation action et les a mis en œuvre dans un projet qui visait l'amélioration de la productivité d'une mine de charbon. Alors bon, bien sûr, depuis, il y a un certain nombre d'acteurs hein, qui sont saisis eh bien, de ce qui fait la formation action, qui ont mené des formations action. Et moi-même, j'ai fait des formations action avant de faire de la formation en ligne. Et donc, c'est quelque chose que avec laquelle j'ai une familiarité, je dirais, et qui m'a semblé tout à fait intéressante de convoquer dans le cadre de l'accompagnement de mes clients. Alors, il y a un certain nombre de conditions hein, pour mener une formation action, et la première, c'est qu'il faut qu'il y ait une action réelle, qu'elle soit concrète. Bref, il faut être porteur d'un projet. Et puis, un projet de digital learning, comme vous le savez, on le porte rarement seul, on a besoin d'une équipe. Donc, un projet et une équipe, c'est quelque chose de très important. Et en fait, les projets de digital learning peuvent être assez variés. Hein. Ça peut être de porter en ligne une formation présentielle existante. Ça peut être simplement d'aménager des activités distancielles en amont, en aval d'une formation présentielle. Ça peut être d'organiser des classes virtuelles pour assurer un suivi de personnes qui ont suivi une formation présentielle, mais avec lesquelles on souhaite garder le contact pendant quelques semaines ou quelques mois.
Bref, ça peut être extrêmement varié. Eh bien, la formation-action, elle peut être mobilisée pour l'ensemble de ces projets de digital learning. Alors, oui, mais à quel niveau de maturité? En fait, la plupart du temps, hein, quand on suit des méthodes classiques de développement d'un projet de digital learning, eh bien, on commence par la rédaction d'un appel d'offres qui ressemble assez, même fortement, à ce que sera le cahier des charges. En tous les cas, on a intérêt à ce qu'il ressemble le plus possible à ce que sera le cahier des charges. Et finalement, donc, on a déjà une très très bonne idée du projet que l'on souhaite mener. Mais moi, ce dont je m'aperçois dans les contacts que j'ai avec les personnes que je rencontre, c'est que très fréquemment, les projets ne sont pas si bien définis que cela. Ou alors, ils sont définis sur une dimension, par exemple la dimension technique, mais pas du tout sur la dimension pédagogique. Ou l'inverse, hein, bien sûr. Alors, en fait, le gros avantage de la formation-action, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'un cahier des charges très très précis pour la démarrer. Je dirais qu'un simple pitch, c'est-à-dire grosso modo avoir l'objectif général, savoir à quel public on va s'adresser, comment on veut se distinguer de la concurrence, ça peut tout à fait suffire pour démarrer une formation-action. D'ailleurs, une des premières actions de la formation-action, ça sera justement de préciser le projet. Alors, la formation-action, hein, du principe que ce que l'on fait nous permet d'apprendre. Mais qu'apprendre, c'est faire quelque chose. Si on ne fait pas, on n'apprend pas. Si par exemple on ne fait qu'écouter une vidéo et qu'on ne fait rien des informations qu'on a retirées de cette vidéo, eh bien il n'y a pas d'apprentissage. Donc, dans la formation-action, comme je le disais tout à l'heure, on va centrer énormément son déroulement sur des séquences d'activités des apprenants. Alors, on a défini aussi la formation-action selon trois formules. Tout d'abord, une formation dans l'action. La formation dans l'action, ça renvoie en fait à la temporalité de cette formation. En effet, contrairement aux formations que l'on peut trouver dans les catalogues des organismes, dans les modules sur étagère que l'on peut acquérir, il n'y a pas de durée indiquée au départ pour la formation action. Vous voyez, faire une formation action de 2 jours, ça n'existe pas. Faire une formation action d'une demi-journée, ça n'existe pas non plus. En fait, au départ, et ça peut être un peu source d'inquiétude, quand on démarre une formation action, on ne connaît pas précisément le terme de cette formation action. En fait, on peut quand même le cerner puisque le terme de la formation action, c'est l'aboutissement de l'action. Donc, si vous avez le projet de mettre en ligne un module de formation et qu'on traite cela dans le cadre d'une formation action, celle-ci sera terminée lorsque votre module sera disponible en ligne. Alors, la durée va dépendre, bien sûr, du but qu'on se fixe, du périmètre, en quelque sorte, mais aussi de la disponibilité de l'équipe projet, mais aussi du niveau de compétences préalables des personnes qui constituent cette équipe projet. Alors, on a défini aussi la formation-action comme étant une formation par l'action. En effet, il est considéré qu'on n'a pas besoin d'avoir des connaissances théoriques, méthodologiques, avoir des modèles en tête pour se lancer dans l'action. C'est bien les nécessités de l'action qui vont présider les apports méthodologiques, notionnels, théoriques, qui seront nécessaires à la réalisation de l'action.
Je suis désolé, je suis vraiment enrhumé, et donc je vais tousser de temps en temps. Alors, en fait, on peut faire un parallèle peut-être avec une pédagogie que vous connaissez, qui est la pédagogie Freinet. Dans la pédagogie Freinet, il y a un cas qui est assez connu, c'est celui de la production d'un journal. Donc, les élèves décident de produire un journal d'établissement, par exemple. Alors, la première chose qui est faite, c'est de lister l'ensemble des compétences qui sont nécessaires et des actions qui sont à réaliser pour sortir ce journal. Alors, bien sûr, il faut savoir chercher de l'information, il faut savoir écrire, il faut savoir mettre en forme, prendre des photos, utiliser des outils de mise en page, imprimer, distribuer, etc., etc. Eh bien, les apports théoriques ou notionnels ou tout simplement méthodologiques pour la réalisation de chacune de ces actions interviennent au fur et à mesure qu'elles se présentent. On dit donc que la formation-action part du principe que le savoir pratique, l'expérience vécue, est génératrice de savoir théorique, et non pas l'inverse. Enfin, on utilise aussi cette formule, c'est une formation pour l'action. En effet, le but d'une formation-action, c'est de rendre l'équipe projet complètement autonome pour la réalisation de nouveaux projets similaires. Alors l'autonomie, c'est une vaste question, mais on sait une chose, c'est qu'elle va pouvoir plus facilement se développer dès lors qu'on amène les individus à réfléchir sur l'expérience de formation qu'ils vivent. Et donc, ça nécessite, alors on parle de métacognition, on parle de pratique réflexive, et c'est bien par ces échanges successifs, réguliers, cet examen en fait de nos manières de faire, que l'on va pouvoir justement tirer des informations qui deviendront, eh bien, sinon des modèles, des sources d'inspiration fortes pour les actions suivantes. Alors parlons des méthodes agiles maintenant. Les méthodes agiles, elles sont beaucoup plus récentes. En fait, elles datent du XXIe siècle. C'est en 2001 que 17 experts en développement informatique, dont l'inventeur de Wiki, Ward Cunningham, se sont réunis et ont travaillé à un manifeste qu'on appelle le manifeste agile et qu'ils ont publié. Alors ce manifeste, vous pouvez le trouver très très facilement sur Internet. L'article Wikipédia est très très bien fait, pour rentrer dedans, c'est parfait. Alors, c'est un manifeste qui est fait pour des développeurs informatiques. Dans un projet de digital learning, il y a une part informatique, bien évidemment, mais on a rarement à tomber du code. La plupart du temps, on va s'appuyer sur des outils existants, des LMS, voire d'autres outils du Web 2 qui existent, et dont on a simplement à exploiter au mieux les fonctionnalités. Néanmoins, dans ce manifeste agile, qui est constitué de 4 valeurs et de 12 principes, eh bien, on s'aperçoit que les valeurs, les 4 valeurs, elles sont très transverses, très transférables à d'autres projets de toute nature. Donc, y compris au projet de digital learning. Alors, je vais tout simplement vous présenter ces valeurs. La première, c'est que ce qui compte, ce sont les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. En fait, le cœur des méthodes agiles, ce sont les individus et la manière dont ils vont travailler ensemble. Ça, c'est certainement le plus important. On travaille ensemble, mais selon des règles qu'on a définies aussi ensemble. Alors, ça renvoie à différentes notions, bien évidemment. Ça renvoie à la dynamique de groupe,
dont alors la dynamique de groupe c'est assez balisé, on sait comment évolue un groupe aujourd'hui. Les apports, les premiers apports sur la dynamique de groupe qu'on doit aux sociologues des années 70 sont toujours valables. Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus et on peut tout à fait s'inspirer de leurs travaux pour initier, réguler, gérer la dynamique du groupe projet de la formation-action. La deuxième notion à laquelle renvoient ces interactions, c'est la collaboration. Alors, dans notre petit milieu du e-learning, on parle sans arrêt de collaboration. Mais on n'en parle pas toujours forcément très à propos. On confond plusieurs choses. On a l'impression que dès lors qu'il y a un travail collectif, il y a collaboration. Alors, ce n'est pas le cas, bien évidemment. On peut au moins distinguer la coopération de la collaboration. La métaphore de la coopération, c'est une course, un relais 4x100 mètres. Alors, vous voyez, quand un entraîneur prépare son équipe de relais 4x100 mètres, eh bien, il va d'abord chercher un bon démarreur. Il va chercher ensuite deux personnes qui courent rapidement dans les courbes. Et puis, il va lui falloir à la fin un finisseur, quelqu'un qui est capable de sauter l'adversaire sur la ligne d'arrivée. Vous voyez donc que ces personnes ont toutes des compétences différentes et qu'ils ont une contribution spécifique au projet. Là, en l'occurrence, faire un 4x100 mètres. Ben, il faut que 100 mètres chacun. Donc ça, c'est la coopération. Et c'est souvent comme cela que l'on fait travailler nos apprenants à distance en leur disant qu'ils collaborent. En fait, non, là, ils ne collaborent pas, mais ils coopèrent. Alors, qu'est-ce que c'est que la collaboration? Et c'est bien la collaboration qui est à mobiliser dans le cadre des méthodes agiles. Eh bien, la métaphore, c'est plutôt la cordée d'alpinistes. Donc, vous êtes quelques-uns, vous avez décidé d'aller monter jusqu'en haut du Mont Blanc. Vous êtes prudent quand même parce que chaque année, il y a quand même des décès. Donc, vous prenez un guide. Et ce guide, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous encorder les uns aux autres. Alors, la corde, là, elle manifeste, elle traduit en quelque sorte la solidarité qui doit vous lier et qui est assez différente de ce que l'on vit en coopération. En effet, vous allez tous monter en haut du Mont Blanc. Il n'y en a pas un qui va faire le premier kilomètre, l'autre le deuxième, non. Tout le monde va faire toute la marche pour aller en haut du Mont Blanc. Et puis, peut-être que tous n'ont pas exactement la même forme physique. Donc, s'il y en a un qui faiblit, eh bien, on va peut-être lui enlever son sac à dos, répartir ce qu'il a dedans dans les sacs des autres qui ont une plus grande forme physique. En fait, pour réussir, il faut que tout le monde aille au bout. Donc, on va forcément mettre en œuvre des phénomènes d'entraide, de solidarité, et c'est quelque chose qui est très très important dans les méthodes agiles. Et cette solidarité ne va pas simplement se limiter à ce que font les membres de l'équipe projet du commanditaire, mais elle va inclure aussi le prestataire. Alors bien sûr, pour pouvoir fonctionner de cette manière-là, on a tout intérêt à définir une charte de fonctionnement. Une charte de fonctionnement qui va certainement préciser des outils de communication, des outils de production qu'on va utiliser, mais chose très importante, qui va aussi spécifier les workflows et la manière dont on va prendre des décisions. En fait, un groupe commence à rencontrer des difficultés lorsque une décision est remise en cause dans la manière dont elle a été prise. Donc, il faut anticiper cela. Alors, la richesse de l'équipe projet, ce sont les individus
et non pas leur fonction. En effet, dans cet esprit collaboratif, on va essayer de gommer les différences, notamment hiérarchiques, entre les différents membres de l'équipe projet. Alors, c'est pas toujours très très simple, mais c'est à ce prix qu'il pourra y avoir réellement collaboration. En fait, on va délaisser des processus que l'on connaît habituellement dans un développement classique, où chaque phase est validée et ensuite on ne peut plus revenir, on passe à la phase suivante et on ne peut plus revenir à la phase précédente. Autre chose qui est propre aux méthodes agiles, c'est que les outils vont être mis au service du projet, mais ne vont pas le piloter. Et alors là, c'est quand même intéressant pour les projets de digital learning, parce que moi, je vois quand même beaucoup de projets où on essaye de dimensionner sa pédagogie en fonction des outils dont on dispose. Alors que, bien évidemment, dès lors qu'on veut développer un produit à haute valeur ajoutée d'un point de vue pédagogique, c'est bien l'inverse qu'il faut faire, c'est mettre les outils au service des intentions pédagogiques. Donc, il y a une grande congruence entre cette première valeur des méthodes agiles et les projets de digital learning. La deuxième valeur, c'est qu'on va viser des solutions opérationnelles plus que de constituer une documentation exhaustive où chacun des partenaires va pouvoir se référer pour dire « Ah, mais on avait dit qu'on ferait comme ça, mais c'est pas exactement comme ça, etc. etc. » Je ne sais pas si vous participez à des comités de pilotage de temps en temps. On s'aperçoit notamment quand il y a plusieurs prestataires que les uns et les autres se renvoient la responsabilité de la chose qui n'a pas été faite comme elle devait être faite, etc. En fait, si on veut moins de processus et plus d'interaction, donc la première valeur, c'est pour raccourcir les prises de décision, mais c'est surtout pour aboutir à des solutions opérationnelles. Ce qui vous intéresse, vous, c'est que le module, eh bien, il soit finalisé tel que vous le souhaitiez. Il s'agit donc de commencer à produire avant même d'avoir tout défini. En fait, d'habitude, on définit tout, on collationne ça dans une documentation et après on commence simplement à faire. Là, on va faire différemment. On va commencer à faire et puis il y a certainement des idées qui vont nous venir pour améliorer, tiens, ça graphiquement, faut le traiter un peu différemment. Finalement, cette structure, cette modularisation, elle convient pas très bien. Il y a ce grain qui devrait venir avant l'autre, etc. Donc, on produit. Et quand je parle de production, je ne parle pas simplement de la production des ressources, je parle de la production des scénarios pédagogiques, des scénarios tutoraux, enfin de l'ensemble des productions qui président tant en conception qu'en réalisation de ressources à la fabrication d'un e-learning. En fait, la documentation, parce que c'est important d'avoir de la documentation, mais la documentation dans les méthodes agiles, elle est essentiellement constituée des comptes rendus des différentes séquences de travail, mais bien davantage par les productions qui ont été réalisées et par les réflexions métacognitives qui permettent de tirer de la méthodologie pour enclencher les actions suivantes. Vous avez compris, donc, qu'on est dans une démarche inductive, on part du terrain et éventuellement on remonte à l'abstraction, et non pas déductive, comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'on essaye de définir, mais de manière abstraite, même si ça peut être précis, mais ça reste abstrait, c'est sur le papier, c'est pas dans la réalité. Et c'est souvent quand on passe à la réalité qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Bien non, là, on fait l'inverse. La troisième valeur des méthodes agiles, c'est la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle. En fait, la valeur centrale des méthodes agiles,
en ce qui concerne la relation client-fournisseur, eh bien, c'est celle de la collaboration entre le commanditaire et le prestataire. En fait, on est moins fournisseur et client que partenaire d'un même projet. Et ça va nécessiter l'établissement de la confiance. Et la confiance, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit pas à pas. Et donc, vous voyez que là, il y a une très grande cohérence entre le fait que l'on va commencer, pour pouvoir produire des solutions opérationnelles, à produire, et que c'est en produisant que l'on va effectivement nourrir cette confiance des différents acteurs les uns envers les autres. Alors finalement, ce qu'on négocie, c'est moins un contrat qu'une façon de travailler ensemble. Alors vous comprenez bien que la collaboration, c'est exigeant, hein, et notamment en termes de disponibilité. D'état d'esprit aussi, bien sûr, hein, puisqu'on va essayer de viser le consensus et non pas de rechercher des avantages particuliers pour soi-même ou pour l'organisation qu'on représente. C'est souvent le cas, hein, lorsqu'on est dans une relation purement fournisseur-client, ben, chacun tire un petit peu de la couverture à lui, essaye de trouver des termes de contractualisation qui l'avantagent. Là, on va faire différemment. À nouveau, on va beaucoup plus négocier sur la manière dont on travaille ensemble et on va, j'y reviendrai tout à l'heure, mais parce qu'il y a quand même des contrats, bien évidemment, hein, mais on va contractualiser pas à pas et non pas de manière générique pour un projet complet. Enfin, et ça c'est certainement l'aspect le plus disruptif des méthodes agiles, c'est que on remet en cause le séquencement linéaire du déroulement d'un projet. Les choix de définition, de conception, de production, de validation, d'exploitation aussi, ne sont plus immuables, mais ils sont ouverts aux changements qui surviennent en cours de projet. Alors, bien sûr, ça a un certain nombre d'inconvénients. Hein. Déjà, c'est un premier avantage, c'est que un avantage pour le commanditaire. Il est à peu près certain, en utilisant les méthodes agiles, d'aboutir au produit qu'il souhaite. Alors, bien sûr, s'il change d'avis en permanence, ça va quand même être compliqué. Mais c'est aussi le rôle de l'accompagnateur, de l'expert en méthode agile, de guider le client pour faire un diagnostic du bénéfice et du coût qu'un changement va pouvoir provoquer. Alors, néanmoins, hein, pouvoir introduire des changements en cours de projet, ça va impacter sur la durée et parfois sur le coût du développement du projet. Puisqu'on ne suit pas un plan immuable et qu'on s'adapte et qu'on s'ouvre à l'aléa ou au changement, eh bien sûr, il faut intégrer ça dans la budgétisation du dispositif. Ça peut créer, donc, ça crée, bien sûr, une incertitude sur la fin du projet. Mais on ne sait pas, comme je le disais tout à l'heure, exactement quand est-ce qu'il va finir. Alors en fait, quand même, plus le projet avance, on a des étapes où on arrive à définir assez précisément combien de temps ça va prendre, combien, au final, ça va coûter pour développer son produit. Mais ce qui va surtout réduire l'incertitude, c'est de voir avancer concrètement son projet, parce que l'on a des petites productions successives, partielles, mais entièrement opérationnelles, qui s'ajoutent les unes aux autres tout au long du projet. Alors, dans le cadre
des accompagnements que je fais, et notamment qui s'inspirent donc des méthodes agiles et de la formation action. L'objectif que je vise, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de rendre les personnes autonomes. Donc, mon accompagnement, parfois, on va réduire son périmètre. C'est-à-dire que je ne vais pas accompagner forcément l'équipe sur les 10 modules du projet, mais peut-être sur 2, sur 3, sur 5. Et puis ensuite, avoir un accompagnement beaucoup plus large, et puis ensuite plus d'accompagnement du tout, puisque les personnes sont autonomes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait tenir un budget, si vous avez un budget, on peut tout à fait tenir un budget en atteignant l'objectif principal de la méthode agile, c'est-à-dire de vous permettre de devenir complètement autonome pour réaliser la suite de votre projet ou d'autres projets. Alors, c'est formation action, c'est méthode agile. Est-ce que vous en avez déjà réalisé? On va lancer ce deuxième petit sondage pour savoir, vous avez peut-être réalisé sans le savoir. Alors, le sondage est lancé. Les participants répondent. Okay. Encore quelques instants, nous en sommes à 84% de personnes ayant répondu. Encore un petit effort. Attendant la fin du sondage. Justement, il y avait une question d'une personne qui demandait si des personnes avaient déjà participé à la production de ressources pédagogiques en méthode agile. Est-ce que tu aurais justement quelques petites choses à nous... Oui, bien sûr. Je vais en parler plus précisément dans quelques écrans. Parfait. Oui, c'est une méthode que j'utilise avec la plupart de mes clients lorsqu'ils l'acceptent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans ces cas-là, on repart sur des méthodes plus classiques. Ok. Je vais fermer le sondage et partager les résultats. 49% ont déjà participé à une formation action, 33% non et 18% je ne sais pas. Ok. Bon, une moitié, hein. C'est intéressant. Alors, on va pouvoir nourrir nos échanges tout à l'heure. Les je ne sais pas, les je ne sais pas sont soit un peu perdus sur le sur le sujet, soit ne s'en souviennent plus. Ok. Alors, dans quel cas on va pouvoir recourir à la formation action? Eh bien, là, Béatrice, la semaine dernière, parlait d'internalisation et d'externalisation de la production de e-learning. Et bien évidemment, si vous souhaitez externaliser, vous laissez tomber, pas besoin de faire de formation action. Par contre, si vous voulez tout internaliser, ou même si vous voulez être dans le mix, comme l'a appelé Béatrice, c'est-à-dire internaliser simplement une partie, et ça peut être une partie sur la gestion de projet, sur la pédagogie, sur le graphisme, sur les aspects techniques, eh bien à ce moment-là, on peut tout à fait recourir à la formation action. Alors, j'ai packagé cela dans un dispositif Goal Learning qui est un dispositif de coworking des projets, de vos projets e-learning. Alors, il se structure en plusieurs éléments. Le premier, c'est de cadrer le projet qui est le vôtre.
Et en fait, le cadrer pour vérifier qu'il correspond bien à une action réelle et concrète. Et que c'est pas quelque chose comme ça qui est un peu fumeux, que vous avez envie, à laquelle vous avez pensé, mais que finalement, bon, peut-être je le remettrai. Donc c'est respectable de réfléchir, hein, mais pour engager une formation-action, il faut vraiment que le projet soit réel et concret. Alors, ça va se traduire par l'objectif suivant. Il s'agit d'identifier le projet et par des différents livrables. Tout d'abord un pitch, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi un carnet de produits. Alors ça, c'est une terminologie directement tirée des méthodes agiles. Le carnet de produits, c'est simplement la liste ordonnée de tout ce qui pourrait être requis dans le produit final. Alors, contrairement à un cahier des charges, ce carnet de produits va pouvoir être mis à jour en permanence tout au long de la formation-action, lorsque le besoin s'en fait sentir. Ensuite, on a une phase d'analyse. L'objectif, c'est d'identifier, d'ordonner, de quantifier les ateliers de coworking, ce qu'on appelle des sprints dans le langage des méthodes agiles. Ce qu'on va produire, là, c'est un planning des différents sprints et aussi des carnets de sprints. Alors, le carnet de produits liste l'ensemble de ce dont on a besoin pour produire le produit. Le carnet de sprint, eh bien, liste l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à la tenue d'un sprint. Alors, un sprint, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un objectif qui a été dimensionné de manière réaliste et non volontariste. C'est une durée, c'est un lieu, et il se termine toujours par une production qui va être présentée et à des fins d'évaluation. Il n'y a pas de simple réunion, je dirais, comme cela, où on va échanger des idées. Tout ça doit toujours se traduire par une production. Ensuite, eh bien, on va concevoir les ateliers de coworking ou les sprints, hein, parce que c'est bien de les lister, sauf qu'en fonction des personnes qui constituent l'équipe projet, des compétences qui sont les leurs, mais aussi de celles qu'ils doivent développer, des connaissances qu'ils doivent acquérir pour pouvoir réaliser les tâches, eh bien, on va réunir un ensemble de ressources méthodologiques, de ressources de formation aussi, qui vont préparer la réalisation du sprint. Alors, le livrable, là, c'est tout simplement une base documentaire, mais ça peut être, qui peut être disponible dans votre LMS, sur un autre site, enfin ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de produire du papier pour produire du papier. Ensuite, eh bien, on va réaliser le sprint ou l'atelier de coworking qui va donc aboutir à des productions en V1. Il y a donc une évaluation, on appelle cela dans le langage des méthodes agiles une revue de sprint, qui va permettre soit de valider la ressource telle qu'elle a été produite, soit de lister les modifications qui sont à intégrer. Donc, s'il y a des modifications à intégrer, elles le sont lors de la réalisation d'un autre atelier de coworking. Et puis, dernière étape, à la fin d'un sprint, on va faire ce qu'on appelle la rétrospective du sprint. C'est-à-dire que l'objectif là, c'est d'évaluer comment s'est déroulé le sprint qui vient de se terminer et d'en dégager des préconisations méthodologiques pour la réalisation des sprints qui vont suivre. Donc vous voyez que là, on tire parti de son expérience, du savoir construit dans l'action, pour pouvoir préparer les autres actions. Alors ça peut se traduire tout simplement par un livrable qui serait un guide de bonne pratique. Je me permets deux choses, Jacques, te donner l'horaire, d'une part, il est 13h45, oui. Et d'autre part, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport au budget,
Par rapport au budget, Oui, comment c'est géré justement? Est-ce que c'est une question d'un des participants? Comment le budget peut-il être tenu dans ces conditions? Comment est-il révisé? bien sûr. Alors, comme je le disais, on va contractualiser par partie. En fait, alors moi, il y a plusieurs cas de figure avec nos clients, hein. Soit ils ont un budget qui est indépassable et ils me disent, bah voilà, dans ce budget, je peux mettre tant d'argent pour une prestation d'accompagnement. Bon, voilà. Et donc je vais dimensionner mes actions d'accompagnement en fonction du budget, mais aussi en fonction des besoins. Mais là, il y a souvent des arbitrages à faire, donc ça, on les fait avec le client, bien évidemment. Soit il y a un budget qui n'est pas si précis que cela, où on a une fourchette, et donc là, on va bien évidemment, au fur et à mesure du déroulement des sprints, tenir un compte extrêmement précis des sommes engagées. Et donc, là aussi, c'est dans l'échange et dans la discussion que vont être faits un certain nombre de choix, notamment en termes de périmètre du projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites une formation action, vous ne faites pas que produire votre produit. Ça va sûrement vous coûter un peu plus cher de passer par une formation action que de le faire par un prestataire. Mais vous visez des objectifs d'autonomisation, c'est-à-dire des économies à plus long terme, voire à moyen terme, hein, bien sûr. Alors bon, quelques réponses aux questions rapidement avant de pouvoir continuer les échanges. Alors une question qui n'était pas posée mais qui me semble importante. Voilà ce à quoi il faut faire attention pour organiser un sprint. Donc, identifier le but à atteindre, ne pas être volontariste mais réaliste, fixer un temps limité, favoriser un environnement clos, ne pas avoir d'interruption et finir par une démonstration de la production. Il vaut mieux prévoir du café, ce qui évite de descendre à la machine à café. Ensuite, quelles sont les compétences nécessaires pour participer à une formation action? Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre sac à dos, hein, en quelque sorte, hein? Eh bien, un projet, aimer collaborer. Si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans un mode de gestion de projet classique, avec une division des tâches et une relation fournisseur-client plus que de partenariat, bon, ne recourez pas à la formation action, vous n'y trouverez pas votre compte. Il faut aussi savoir argumenter et négocier. En effet, hein, on l'a dit tout à l'heure, les décisions, hein, on va essayer de les prendre par recherche de consensus. Donc, pour élaborer un consensus, eh bien, il faut savoir présenter ses façons de voir et puis aussi savoir faire les pas de côté lorsque c'est nécessaire. Il faut maîtriser un minimum les outils numériques parce que on va travailler lors des sprints en présentiel, mais aussi on va avoir pas mal d'interactions, notamment pour les petites réunions qui ont lieu, qui durent à peu près un quart d'heure et qui ont lieu plusieurs fois par semaine pour faire le point sur ce qui a été fait dans la journée de la veille. Il faut de la persévérance et bien sûr de la motivation, mais sans motivation, que peut-on faire? En tous les cas, là, le consultant qui accompagne l'équipe projet a certainement un rôle particulier pour permettre aux apprenants d'entretenir et de maintenir leur motivation à un haut niveau. Combien de temps faut-il pour faire aboutir un projet e-learning? Du temps dont vous disposez, ça c'est plutôt une boutade, mais c'est une réalité aussi. En fonction du périmètre du projet, j'en ai parlé, il vaut mieux réduire le périmètre, mais voir l'ensemble des actions qui sont nécessaires à la menée d'un projet de digital learning, plutôt que de vouloir tout faire et de s'arrêter simplement à la scénarisation ou à la production des vidéos. Ça va dépendre des personnes aussi, et bien du gap qui est le leur
entre leurs connaissances et leurs compétences et celles qui sont nécessaires pour le projet. On peut néanmoins dire qu'une heure de digital learning produite demande, selon le type de médiatisation, selon les autres critères que je viens d'indiquer, d'une demi-journée à 3 jours de formation-action. Bien sûr, il y a une courbe de progression qui est assez importante et on va mettre beaucoup plus de temps à fabriquer les premiers éléments que les suivants. Jacques, on arrive à la fin. Est-ce qu'on peut avoir un temps de questions-réponses ou est-ce que tu peux conclure Oui, alors je vais simplement afficher sans les commenter les derniers conseils. Contractualiser par objectifs successifs, pour répondre encore plus complètement à la question de tout à l'heure, c'est vraiment la meilleure manière de travailler en formation-action. Bien sûr. À retenir donc, il vous faut un projet et une équipe. Les méthodes agiles sont centrées sur l'action et les besoins de l'équipe. Et Goal Learning vous permet de devenir autonome. J'affiche simplement ici quelques projets que j'ai menés, vous voyez, pour des organismes assez différents, sur des parcours de formation très différents les uns des autres. La nature, je n'ai pas noté ici la nature enfin, l'objet de la formation-action pouvait être parfois simplement centré sur la scénarisation, parfois sur la définition plus précise du projet, parfois sur de la production de ressources, parfois sur de l'intégration, parfois sur la préparation des futurs animateurs du dispositif. Merci Jacques pour tous ces points. On arrive au troisième sondage. Le sondage, on peut échanger, bien sûr. Non, mais peut-être que tu peux poser le sondage, on a encore un peu de temps. Ah, moi, vous avez beaucoup Voilà, de questions. ça y est, je l'ai mise en ligne. Il y a un peu plus de presque 70% des gens qui ont répondu. 75. 80%. Je vais bientôt clôturer le sondage pour qu'on puisse avoir un temps d'échange, qu'on puisse faire passer les questions qui ont été posées dans le module questions. Bien, je vais clôturer. On a un petit peu moins de 50% des gens qui ont répondu oui. Et 5% oui urgemment, 30% pas vraiment et 18% de non. Ok. Alors, donc je vais arrêter le partage, peut-être document comme ça pour je vais pouvoir vous revoir. C'est pas comme ça. Voilà. donc sinon tu laisses sur ta slide, c'est pas très grave. On va jouer au ping-pong un peu avec Jean. On va te poser les questions au fur et à mesure. Alors, une première remarque d'Evelyne qui nous dit les outils, a priori ceux du marché, sont très structurants. On a beau imaginer les plus belles activités interactives si l'outil ne le permet pas. Donc, comment faire pour que les outils soient au service de la pédagogie? C'est en rapport avec la slide. Bien sûr, mais on est toujours confronté à cela. Alors, je dirais que ça dépend vraiment des choix que vous voulez faire, vous. Si vous voulez vous cantonner à un outil, à un seul outil, c'est sûr que vous êtes dépendant de cet outil. Vous êtes même dépendant de son éditeur. Maintenant, comme le disait Jean au début de l'intervention, nous sommes des consultants indépendants, on connaît de nombreux outils très différents les uns des autres et on n'en privilégie jamais aucun de manière exclusive. Et c'est justement cette connaissance des différents outils qui nous permet de partir des intentions pédagogiques et de vous soumettre cela. Alors,
Maintenant, on ne vous fera pas adopter un outil contre votre gré. Mais sachez que si vous mettez l'outil en premier lieu, ben bien évidemment, vous serez forcément contraint pédagogiquement. Alors Voilà. Jacques, justement, dans ta présentation, tu te montrais de l'alliance entre formation-action et méthode agile et le caractère fertile du couplage de ces deux approches. Et soit on a des questions sur formation-action, soit on a des questions sur la méthode agile. Et là, on a une question, est-ce qu'un cours par correspondance peut-il être un objet de formation-action? Est-ce qu'un cours par visioconférence peut-il être un projet de formation-action? Oui, alors en fait, la formation-action, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été conçue pour produire des formations au départ. Hein. Ça a été conçu pour mener tout type de projet. Mais bien évidemment, les pédagogues qui se sont intéressés à cette forme de formation-action ont tout de suite vu l'intérêt qu'ils avaient à en retirer pour fabriquer leur propre formation. Donc, tout type de formation, y compris un cours par correspondance, peut être conçu en formation-action. Mais il ne sera pas, bien sûr, délivré sous forme de formation-action. Très bien. Béatrice, une autre question? Ah, Béatrice, on ne t'entend pas. Ton micro a dû être coupé. Donc, Toutes moi, mes j'ai une autre excuses, question c'est hein, bon, sur c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, Béatrice, j'avais. à toi. Ouais. Donc il y avait une question donc de Rémi. Le temps manque souvent pour vraiment développer une pédagogie du sujet. La galopade empêche cette interconnaissance. Y a-t-il des stratégies agiles, efficaces pour développer efficacement et rapidement entre guillemets cette pédagogie du sujet? Portfolio simplifié, allégé, etc. Alors, si vous voulez, dans les méthodes classiques de développement, on perd beaucoup de temps justement à définir des choses qu'on va remettre en question sans vraiment pouvoir finalement les remettre en question et donc avoir au final un produit assez différent de celui qui aurait été nécessaire pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Où est-ce qu'on gagne du temps en méthode agile? C'est que on est tout de suite dans la production. Et en étant tout de suite dans la production, on voit immédiatement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, alors par contre, ça demande de la disponibilité. Hein. Ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est qu'en méthode agile, on est très vite dans la création d'un prototype et en fait, on fait des Exactement. itérations successives, donc très vite, on voit le résultat de la. Alors, Jacques, j'ai une dernière question. Hein. Il est 13h57 et avant de te poser la dernière question, au nom de Learningsware, je voudrais remercier tous les participants en direct et tous ceux qui vont suivre en différé cette deuxième webconférence hein, que vous pourrez retrouver sur le site de Learningsware. Donc, la dernière question est posée par Bruno Cicero. Hein, c'est est-ce que les formations actions, c'est pas un moyen d'entretenir la motivation afin d'éviter les décrochages? Est-ce que les formations actions sont plus impliquantes que les formations classiques? Dernière question, Jacques. Oui. Alors, bon, moi, je vous ai dit, je suis aussi universitaire, donc je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Je pense qu'on peut acquérir de très très bonnes compétences de chef de projet e-learning en suivant un parcours classique universitaire. Certes, ça demande pas mal de motivation et des efforts personnels. La formation action, elle est vraiment intéressante lorsque vous voulez constituer une équipe, lorsque vous voulez faire monter en compétence une équipe au sein de votre organisation. On ne peut pas, je dirais, dissocier la formation action du processus d'internalisation de la production et du gain en autonomie. Alors, la motivation, bien sûr, c'est toujours très très motivant de faire des choses et de voir les résultats rapidement de ce que l'on a fait. Et en ce sens-là, comme il y a ces cycles que j'ai expliqués, enfin que j'ai présentés, et notamment structurés autour des sprints, eh bien, la motivation peut plus facilement être maintenue par les individus. Mais vous savez, la motivation, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Donc, Merci, c'est pas une Jacques. assurance tout risque.
Merci Jacques. Ok, merci Jean, merci Je Béatrice. remercie Et puis, Béatrice, Jacques pour cette webconférence, ainsi que les collègues qui étaient de Learningsphere qui étaient sur le fil Twitter, hein, Diaz, Learningsphere. Et il me reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour une prochaine webconférence. La prochaine a lieu jeudi prochain, le 8 octobre. Et donc, on aura 7 conférences qui vont se dérouler. Et vous pouvez retrouver le programme et les conditions sur le site de Learningsphere. Merci et rendez-vous pour une prochaine webconférence. Au Merci à revoir. tous. Et pour donner suite, merci à chacune et à chacun. retrouvez-nous sur le site internet de Learningsphere. Il y aura les slides de Jacques à télécharger et je pense qu'il répondra aux questions auxquelles il n'aura pas pu répondre faute de temps. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne Au revoir. reprise À la après semaine cette pause prochaine. déjeuner. Au revoir. Je me tourne vers mes collègues pour dire que je n'ai pas le bouton pour arrêter l'enregistrement. Alors, peut-être que